n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit ou purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu. Et l'on apprend grâce à lui à devenir honnête homme. Mais voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use, avec tout le monde. Et comme on est ravi d'en donner à droite, à gauche, partout où on se trouve. On n'attend pas même que l'on demande, et l'on court au devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si bien, cher Gusman, que Don Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous, et son cœur que mon maître, a su trop fortement toucher, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous, je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que ce voyage dans cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne pas bouger de là. Elle a raison encore. Dis-moi, je te prie, Ganarelle, qui peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus? Et t'a-t-il dit qu'il est pour nous quelques froideurs qu'il est obligé à partir? Non pas, mais à vite pays, je connais à peu près le train des choses, et sans qu'il ne m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper, mais sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi, ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan? Il pourrait faire cette injure au chaste feu de Don Elvire? Non, c'est qu'il est encore jeune et qu'il n'a pas le courage. Un homme de sa qualité ferait une action si lâche? Et oui, sa qualité. La raison en est belle, et c'est par là qu'il s'empêchera des choses. Mais les cernes du mariage le tiennent de t'engager? Mon ami, mon cher Gusman, tu ne connais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan. Je ne sais pas de vrai que l'habite peut-être, s'il faut qu'il ait fait pour nous cette perfidie. Et je ne comprends point, comme après tant d'amour et tant d'impatience témoignée, tant de dommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports, enfin, et tant d'emportements qu'il a fait paraître, jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent pour mettre Don Elvire en sa puissance. Je ne comprends pas, dis-je, comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Je n'ai pas grande peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Don Elvire. J'en ai aucune certitude encore. Je sais que par son ordre, je partis avant lui, et que depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Mais, par précaution, je t'apprends, Internos, que tu vois en mon maître Don Juan le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un hérétique, un diable, un turc, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui vit en véritable bête brute, un sardanapale, un pourceau d'épicure, qui ferme les oreilles à toutes les remontrances qu'on lui peut faire et traite de billevesées tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Crois qu'il aurait plus fait pour son amour, et qu'avec elle, il aurait épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il n'utilise point d'autres pièges pour attraper les belles, et c'est un épouseur à toutes mains. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne. Il n'y a rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à compter jusqu'au soir. Tu demeures surpris et change de couleur à ce discours. Ce n'est là qu'une ébauche du personnage, et il faudrait bien d'autres coups de pinceau pour en achever le portrait. Suffit que le courroux du ciel l'accable quelques jours, qu'il me vaudrait mieux d'être au diable que d'être à lui. Et il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais déjà qu'il fût, je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Je lui dois lui rester fidèle, en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et m'oblige d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Mais le voilà qui vient se produire dans ce palais. Séparons-nous. Attends une minute. Je t'ai fait cette confidence en toute franchise. Et les mots me sont sortis un peu vite de la bouche. Mais s'il en venait quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Quel homme te parlait là? Il a bien l'air, ça me semble, de ce bon Gusman de Don Elvire. C'est quelque chose à peu près de cela. Quoi, c'est lui? Lui-même. Et depuis quand est-il en ville? D'hier au soir. Et quel sujet l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. Notre départ, sans doute. Le bonhomme en est tout mortifié et m'en demandait le sujet. Et quelle réponse lui as-tu faite? Que vous ne m'aviez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Je crois, monsieur, sans vous faire tort, que vous avez quelques nouvelles à me rapporter. Oh, tu le crois? Oui. Enfin, tu n'as pas tort. Et je dois t'avouer que notre objet a chassé Elvire de ma pensée. Eh mon Dieu, je sais mon Don Juan et connais sur le bout du doigt votre cœur.
Il se plaît à passer de lien en lien et n'aime guère à demeurer en place. Trouves-tu pas, dis-moi que j'ai raison dans l'user de la sorte? Monsieur, Quoi? Parle. assurément que vous avez raison, si c'est ce que vous voulez. On ne peut pas aller la contre. Si vous ne vouliez pas, ce serait une autre affaire. Eh bien, donne la liberté de parler et de me donner ton sentiment. En ce cas, monsieur, je vous dirais que je n'approuve pas votre méthode. Je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne? Ah, la belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour les ridicules. Toutes les belles ont le droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que je porte pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir les mérites de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir les broderies que l'on y fait de jour en jour, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, pour enfin la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsque l'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si un autre objet nouveau vient présenter à notre âme les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de plus doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants, qui volent de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui pourrait arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et, comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Vertu de ma vie, comme vous l'évitez, il semble que vous ayez appris ça par cœur et vous parlez tout comme un livre. Et qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire, je ne sais que dire. Car il semble que vous ayez raison. Cependant que vous ne l'avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde et vos discours m'embrouillaient tout ça. Laissez faire, un jour je mettrai mes raisonnements par écrit pour discuter avec vous. Ouais, tu feras bien. Mais monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis un tant soit peu scandalisée de la vie que vous menez? Comment? Et quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne, fort bonne. Mais enfin, vous voir, vous marier tous les mois comme vous faites. N'y a-t-il rien de plus agréable? Je conçois que cela soit fort agréable et fort divertissant, et je m'y accorderais bien, moi, s'il n'y avait pas de mal. Mais se jouer ainsi d'un mystère sacré... Ah, va. C'est une histoire, c'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous nous en démêlerons bien assez ensemble sans que tu t'en mettes en peine. Ma foi, monsieur, j'ai ouï dire que les libertins ne faisaient jamais une bonne fin. Oh là, je t'ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances. Je ne parle pas aussi à vous, Dieu m'en garde. Vous ne croyez en rien, vous avez vos raisons. Mais il y a dans le monde de certains petits impertinents qui sont libertins sans savoir pourquoi, qui font les esprits forts parce qu'ils pensent que cela leur serait bien. Et si j'avais un maître comme cela, moi, je lui dirais nettement, le regardant en face, osez-vous bien ainsi vous jouer au ciel, et ne tremblez-vous point de vous pouvoir vous moquer des choses les plus saintes. C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. Je parle au maître que je dis. C'est bien à vous de vouloir vous mêler, de tourner en raillerie à ce que tous les hommes révèrent. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, et des plumes à votre chapeau, et des rubans couleur de feu, c'est à l'autre que je parle, pas à vous. Pensez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme, que cela, qu'on ne puisse vous dire vos vérités? Apprenez de moi, qui suis votre valet, qu'une méchante vie amène une méchante mort, et que...
De quoi est-il question? Il est question de te dire qu'une jeune beauté me tient au cœur. Et qu'entraîné par ses appâts, je l'ai suivie jusqu'en cette vie. Monsieur, vous avez raison. Il n'y a rien de tel en ce monde que de se contenter. Et pourquoi donc craindre? N'ai-je pas bien fait? Le mieux du monde, il aurait tort de se plaindre. J'ai eu ma grâce de cette affaire. Oui, mais la mort du commandeur n'efface pas le ressentiment des amis et de la famille. Oh, mais n'allons pas songer à ce qui nous peut faire du mal, et songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui même qu'elle vient d'épouser. Et le hasard me fit rencontrer ce couple d'amants 2 ou 3 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu deux personnes si contents l'un de l'autre, et dégager tant d'amour. La tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l'émotion. J'en fus frappé au cœur. Et mon amour commença par de la jalousie. Oui, je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs, et je me figurais un plaisir extrême à troubler leur intelligence, et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais jusqu'ici, tous mes efforts ont été inutiles, et j'ai recours au dernier remède. Cet époux prétendu doit aujourd'hui régaler sa maîtresse d'une promenade sur mer. Et sans en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour. Et j'ai une barque et des gens, avec quoi, fort facilement, je prétends enlever la belle. Oh bien. Quoi? Vous vous contentez? Prépare-toi donc à me suivre. Et prends soin d'apporter toi-même mes armes, afin que... Rencontre fâcheuse. Traître! Monsieur, vous ne m'aviez rien demandé. Est-elle folle de venir ici avec son équipage de campagne et de ne pas avoir changé d'habit? Me ferez-vous la grâce, don Juan, de bien vouloir me reconnaître? Puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Je vous avoue, madame, que je suis surpris et que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Oui, je vois bien que vous ne m'attendiez pas. Et vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à vouloir douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'étais assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte, pour me vouloir tromper moi-même, et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Je me suis forgé exprès, sans sujet légitime, pour vous justifier d'un départ si précipité. Mes justes soupçons, chaque jour, avaient beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux, écoutez avec plaisir mille chimères ridicules qui vous pénètrent le sang de mon cœur. Mais enfin, cet abord ne peut me permettre plus de douter. Et ce coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouvrir de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, don Juan. Et voyons de quelle heure vous saurez-vous justifier. Madame, voilà Sganarelle. Qui sait pourquoi je suis parti? Moi? Monsieur, je m'en sais rien, s'il vous plaît. Allons, pardon à madame. De la reine, n'importe de quelle bouche j'entends ces raisons. Tu voulez que je dise? Vas-tu répondre? Vous vous moquez de votre serviteur. Vas-tu répondre? Approchez, puisqu'on dit ainsi. Madame, monsieur, Quoi? Madame, Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je peux dire. Vous plaît-il, don Juan, éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité... Oh, que vous savez mal vous défendre. Pour un homme de cour, et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Que vous m'aimez toujours d'une ardeur sans égale? Que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis?
qu'il faut que vous demeuriez ici quelque temps. Et que je n'ai qu'à me retourner d'où je viens, assurer que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible. Qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre, et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comment il faut vous défendre, monsieur. Non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler, et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Non pas pour les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience, et pour ne croire pas qu'avec vous davantage je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que j'avais fait. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient ailleurs, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris. J'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, et qu'il allait nous attirer quelques disgrâces d'en haut, qu'il fallait que je trouve moyen de vous oublier, et vous donne moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée, que j'allasse en vous retenant me mettre le ciel sur les bras, et que Ah, scélérat! C'est maintenant que je te connais tout entier. Pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, que le ciel me sera vengé de ta perfidie. Le ciel, scandale. Ah, vraiment, oui, nous nous moquons bien de ces choses-là, nous autres. Il suffit. Je ne veux pas ouïr davantage. Je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur au premier mot doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reprochant un injure. Non, non. Je n'ai beau un courroux à exhaler en paroles vaines. Je te le dis encore. Le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère. Appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Si les remords il faut le prendre. Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Quel abominable maître, en vois-je oublier le service. Peut-être comme ça s'est passé. Car, comme disent autres, je les ai premiers visés. Et visé premier, je sais. Enfin donc, j'ai sur le bord de la mer, le gros Lucas et moi, et je nous amusions à batifoler en usage des mots de temps à figure. Car, comme c'est bien, le gros Lucas m'a batifolé, moi parfois je batifole. En batifolant tout, parce que batifoler là, j'ai aperçu tout loin quelque chose qui grouillait dans le Guillot et qui venait comme un radeau comme par secousse. Je voyais ça fixiblement, et puis d'un coup, je voyais que je ne voyais plus rien. Hé Lucas, c'est je fais. Je recule là des hommes nageant là-bas. Le soir, ce que tu fait? T'as vu trou, t'étais au travail l'achat. Mais pas un but trouble, ça je fais, souvenir des hommes. Pas du tout, ce m'a-t-il fait. T'as la berlue. Veux-tu gager, ça je fais que je n'ai pas la berlue, c'est je fais. Et souvenir des hommes, c'est je fais qui nagent en droit là-bas, c'est je fais. Oh, ça, ce m'a-t-il fait, je gage que oui. Morken, veux-tu que je dise seul que si? Je le veux bien, ce m'a-t-il fait. Et pour te montrer, l'argent sur jeu. Moi, je n'ai pas été ni fou ni étourdi. J'ai bravement goûté à tard 4 pièces tapées et 5 sur le dos, je gagne. Oui, certainement que j'avais bien un verre de ma cœur. Je sais ces jours de moi et je fais la démonade. Je savais bien ce que je faisais pourtant. Que n'y avait à peine le temps de tirer son jeu que les deux hommes nous essayaient tout à plein avec elle. Et moi, apparemment, tirer son jeu. Allons, Lucas, c'est je fais. Je vois bien qu'ils nous appellent. Alors vite à leur secours. Non, ce m'a-t-il fait. Ils m'ont fait pas. Tant qu'à la parfois pour faire court, je l'ai tant sermonné que nous sommes boutés dans une barque. Et puis ils avons fait tant qu'un nous avons sorti du Clio. Et puis ils l'ont emmené chez nous près du feu. Ils se sont dépouillés tout nus pour se sécher.
Et puis on est venu encore deux de la même bande qui se scientent tout seul. Et puis Mathurine est venue et qui on a fait les yeux doux. Là, Charlotte, comment tout ça s'est fait? M'as-tu pas dit, Pierrot, qu'il y en a un qui est bien plus mieux fait que les autres? Moi aussi, il faut que ce soit qu'un gros monsieur, car je dors tout depuis le haut jusqu'en bas, et ceux que le savon sont des monsieur même. Et si t'as pas dent, tout gros monsieur qu'il est, il se serait pas magnifique. Oui, si je l'avais été là. Regardez un peu. Oh, ça, il en a eu pour sa mène de fer. Hein. Et tu l'as encore chez toi tout nu, Pierrot? Non, non, ils l'avons habillé. Mon que d'histoire, et tant que je l'ennuie au bouton, ces messieurs-là, les courtisans. Je me perds là-dedans et j'étais tout ébobé de voir ça. Et ils ont des cheveux qui ne tombent pas la tête, et ils bonnetent un peu comme un gros boulet de filasse. Et ils ont des chemises, ou des manches qui sont très tout brandis, toi et moi. Et en glue de pourpoint, ils ont un garde-robe aussi large que le siapac. En glue d'autres choses, ils ont un petit coup qui ne prend pas ce couvre-richet. En glue de rabat, ils ont un grand mouchoir de coiffure avec 4 gros soudains qui leur pendant sur l'estomac. Et ils habillent des rabats ou des bras, des pansements ou des jambes. Et parmi tout ça, tant de rubans que c'est une vraie piquée. Il n'y en a pas qui se sont farcis tout depuis les souliers, depuis la boue jusqu'à l'autre. Ah, il souffle d'une façon que je me romps le col. Oh, ma fille, Pierrot, faut que j'aille voir un peu ça. Attends un peu, Charlotte. J'ai quelque chose à te dire, moi. Bien dit. Qu'est-ce que c'est? Il faut, comme dit l'autre, que je débande mon cœur. Je t'aime, tu le sais bien, et je sommes faits pour être mariés ensemble. Mais, cependant, je ne suis point satisfait de toi. Clément? Qu'est-ce que donc il y a? Il y a que tu me chagrines l'esprit, franchement. Clément donc? Tistigaine, tu ne m'aimes point. C'est que ça? Oui, ce n'est que ça. Oui, Pierrot, je t'aime tout autant que je pille, hein. Non! Si? Je fais tout ce que je peux pour ça, et le coup était chez les marles, je vais voir tous les marsiers qui passent, je vais jouer pour tous les dieux de concert à fête, et tout ça comme si je me frappais la tête contre un mur. Alors vois-tu, ce n'est ni beau ni honnête de n'aimer pas les jeux que nous aimons. Oh, Pierrot, je t'aime tout autant que je pille, et si tu n'es pas content de ça, tu n'as qu'à en aimer quelqu'un d'autre. Bah, me voilà bien. Si tu m'aimes moi, me dirais-tu ça? Et pourquoi me viens-tu aussi t'arabuster l'esprit? Mais quel mal je te fais? Je te demande qu'un peu d'amitié. Eh bien, laisse faire aussi. Ne me presse point. Peut-être que ça viendra tout d'un coup, sans y songer. Touche donc là, Charlotte. Eh bien, tiens, Promets-moi que tu tâcheras de m'aimer davantage. je ferai tout ce que je pourrai. Mais il faut que ça vienne de lui-même. Pierrot, est-ce là ce monsieur? Oui, le voilà. Oh mon cul, qu'il est gentil. Ça aurait été dommage qu'il ait dénaillé. Je reviens tout à l'heure. Je vais aller voir Chopin pour me rebooter tant soit peu de la fatigue que j'ai eue. Ah, nous avons manqué notre coup, ce gars-là. Et cette bourrasque imprévue a emporté avec notre barque le projet que nous avions fait. Mais, à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur. Et je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin que me donnait le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas que ce cœur m'échappe. Et j'ai déjà jeté des dispositions à ne pas me souffrir trop longtemps de pousser des soupirs. Ah, monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort, qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos amours crispés. Coquin. Monsieur sait ce qu'il fait. Je sais ce que tu dis. Alors. Ah ce Galarel. D'où sort cette autre paysanne? N'as-tu rien vu de plus joli? Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre? Vraiment, autre pièce nouvelle. D'où me vient la belle rencontre si agréable? Quoi? En ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes? Vous voyez, monsieur? Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Oh, la belle personne! Et que ses yeux sont pénétrants. Monsieur, vous me rendez toute honteuse. Oh, mais n'ayez point honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu? Tu rien vu de plus agréable? Monsieur, cela vous plaît à dire, mais je ne sais si c'est pour vous railler de moi. Tournez-vous un petit peu, je vous prie. Oh, que cette taille est jolie. Haussez la tête, de grâce. Que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Oh, qu'ils sont beaux. Que je vois vos dents un petit peu. Ah, qu'elles sont amoureuses et ces lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravie. Et je n'ai jamais vu si charmante personne. Monsieur, tout cela est trop bien dit pour moi, et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Sganarelle, regarde un peu ses mains.
suffit. Elles sont noires comme je ne sais quoi. Mais que dites-vous là, ce sont les plus belles du monde, souffrez que je les baise. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Mais si j'avais su ça tantôt, je n'aurais pas manqué les laver avec du son. Mais dites-moi, belle Charlotte, vous n'êtes pas mariée sans doute? Non. Mais je vais bientôt l'être avec Pierrot, le fils de la voisine Simonette. Quoi? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Non, non, c'est profaner tant de beauté. Et vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune, et le ciel, qui le sait bien, m'a conduite ici tout exprès pour empêcher ce mariage, et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur. Et il ne tient qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu, et ne vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Oh, cet amour est bien prompt, sans doute. Mais quoi, belle Charlotte? C'est un effet de votre grande beauté, et on vous aime autant en un quart d'heure qu'on en ferait une autre en 6 mois. Si vrai, monsieur, je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous dites me fait aise et j'aurais toutes les envies au monde de vous croire. Mais on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais croire les messieurs, et que vous autres courtisans êtes des sans-jongleurs qui ne songez qu'à abuser des filles. Mais je ne suis pas de ces gens-là. Il la garde. Aussi vrai, monsieur, il n'y a pas de plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation. Et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Moi? J'aurais l'âme assez méchante pour abuser d'une personne comme vous? Je serais assez lâche pour vous déshonorer? Mais non, non, j'ai trop de conscience pour cela. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime en tout bien, tout honneur. Et pour vous montrer que je vous dis la vérité, sachez que je n'ai d'autre dessein que de vous épouser. Et j'y suis prêt quand vous voudrez. En voulez-vous plus grand témoignage? Je prends un témoin là. L'homme que voilà, de la parole que je vous donne. N'y craignez rien, il se mariera avec vous, quand vous voudrez. Et je vois bien, belle Charlotte, que vous ne me connaissez pas encore. Et vous faites bien tort de juger de moi par les autres. Car enfin, s'il y a des fourbes de par le monde, des gens qui ne pensent qu'à abuser des jeunes filles, vous devez me tirer du nombre et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Et puis, votre beauté vous assure de tout. Lorsque l'on est faite comme vous êtes, on doit être à l'abri de toutes sortes de choses. Croyez-moi, belle Charlotte, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qu'on puisse abuser. Oh, quant à moi, je me percerais le cœur de 1000 coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Mon Dieu, vous faites que l'on vous croit. Lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice assurément. Et je vous réitère la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous pas et ne consentez-vous pas à être ma femme? Oui, pourvu que ma tante le veuille. Oh, touchez donc là, puisque vous le voulez bien de votre côté. Mais au moins, monsieur, ne m'allez pas tromper, je vous prie. Il y aurait de la conscience à vous. Et vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Comment? Vous semblez encore douter de la sincérité de ma sincérité. Mais ne jurez point, mais je vous crois. Donnez-moi un mot, un petit baiser, en gage de votre parole. Monsieur, attendez que je soyons mariés, je vous prie. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main et souffrez. Tout doucement, monsieur, tenez-vous, s'il vous plaît. Vous vous échauffez trop, vous pourrez gagner la purésie. À qui m'emmène cet impertinent? Je vous dis que vous venez, car c'est pas de nous accorder. Ah, que de bruit! C'est pas comme ça qu'il faut pousser les gens. Mais laisse-le faire aussi, Pierrot. Comment que je laisse faire? Mais je veux pas, moi. Ah? Sauf que vous êtes monsieur, vous voudrez casser nos femmes à notre barbe, et vous en cassez les vôtres. Ah, Jean-Michel, André, marquez, non, c'est pas bien de battre les gens. Et c'était pas la récompense d'avoir sauvé d'être né. Oh, Pierrot, ne te fâche point. Mais je veux me fâcher, moi. Oh, Pierrot, ce n'est pas ce que tu penses. Ce monsieur veut m'épouser et il ne faut pas te bouter en colère. Jarny, tu m'es promise. Ça n'y fait rien, Pierrot. Et si tu m'aimes, ne devrais-tu pas être bien aise que je vienne, madame? Je préfère te voir crever que de te voir un autre. Va, Pierrot, ne te mets point en peine. Et si je suis madame, je te ferai gagner quelque chose. Tu apporteras du beurre et du fromage chez nous. Je n'y apporterai jamais quand tu me paieras 2 fois autant. Est-ce donc comme ça que ce monsieur? Oh, si j'avais su ça tantôt, je me serais retenu de le sauver. Qu'est-ce que vous dites? Je ne crains personne, moi. Ah ouais? Je me moque de tout, moi. Je vous apprendrai. J'en avais vu bien d'autres. Voyons cela. Oh, monsieur, laissez là ce pauvre garçon. C'est conscience de le battre. Pauvre garçon. Ne dis rien et va-t'en. Je vais lui dire, moi. Mais je vous apprendrai, tiens. Oh, reste-toi d'une maroufle. Ah ben te voilà bien payé de ta charité. Jarny, je vais dire à sa tante, tout ce ménage.
Et je ne changerai mon bonheur pour rien au monde. Oh, que de plaisir quand vous serez ma femme et Qu'est-ce que... que vous faites là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, au contraire. C'est elle qui me témoigne une envie d'être ma femme. Et je lui disais que j'étais déjà engagé avant. Qu'est-ce que donc que vous veut Mathurine? Ah, elle est jalouse de me voir vous parler. Et voudrait bien que je l'épousasse, mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi? Charlotte? Ne lui dites rien. Ne lui ôterez pas cette fantaisie. Qu'aimons donc Mathurine? Ah, c'est en vain que vous lui parlerez. Elle s'est mise là dans la tête. Est-ce que... par hasard... Non, ne tentez pas de la raisonner, c'est inutile. Je voudrais quand même ajouter... Ça sert à rien de parler. Vraiment? Laissez-la faire. C'est une folle. Je pense qu'il faut mettre les choses... Laissez-la dire. C'est une extravagance. Non, non, il faut que je lui parle. Je veux voir un peu ses raisons. Quoi? Gageons qu'elle va vous soutenir, que je lui ai promis d'apprendre pour femme. J'aimerais tout. Je vous parie qu'elle va vous dire que je lui ai promis d'épouser. Voilà, Charlotte. Ce n'est pas bien de correspondre chez les autres. Ce n'est pas très honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. S'il vous a vu la première, il m'a vu la seconde et m'a promis de m'épouser. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous baise les mains. C'est moi et non pas vous qui m'a promis d'épouser. Mais je pas deviné. À moi. À d'autres, je vous prie. C'est moi, vous dis-je. Vous vous moquez des gens, c'est moi encore un coup. Le voilà pour dire s'il n'est pas raison. Le voilà pour me démentir si je ne dis pas vrai. Est-ce, monsieur, que vous lui avez promis de l'épouser? Mais vous pourriez de moi. Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné promesse d'être son mari? Pouvez-vous avoir cette pousse? Vous voyez que je la soutiens. Laissez-la faire. Vous êtes témoin comme elle l'a su. Mais laissez-la dire. Non, je veux voir la vérité, c'est tout. Il est question de juger ça. Mathurine, je veux que monsieur vous montre notre bec jaune. Oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu Camuse. Monsieur, videz la querelle, s'il vous plaît. Mettez-nous d'accord, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune ne sait pas bien ce qu'il en est sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Celle à qui j'ai promis, effectivement, n'a-t-elle pas de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Enfin, tous les discours sont inutiles. Il faut faire et non pas dire. Ainsi, c'est uniquement en cela que je veux vous mettre d'accord. Et nous verrons bien, lorsque je me marierai, laquelle de vous a mon cœur. Laissez-la croire ce qu'elle voudra. Laissez-la se bercer dans son imagination. Je vous adore. Je suis tout à vous. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. On ne peut souffrir les autres lorsqu'on vous a vu. J'ai un petit ordre. Attendez-moi un quart d'heure. Je suis celle qu'il aime, au moins. C'est moi qui l'épousera. Pauvre fille que vous êtes. Je ne puis vous voir courir à votre malheur. Écoutez-moi l'une et l'autre. Ne vous amusez point des contes que l'on vous fait et demeurez dans votre village. Je voudrais bien savoir pourquoi ce Ganarelle ne me suit pas. Mon maître est un fourbe. Il n'a dessein que de vous abuser et en a bien abusé d'autres avant vous. C'est l'épouseur du genre humain. Et cela est faux. Et quiconque vous dira cela, vous devez dire qu'il en aurait menti. Mon maître n'est point un fourbe. Il n'a point dessein de vous abuser et en a point abusé d'autres avant vous. Tenez, le voilà. Demandez-le plutôt à lui-même. Oui. Monsieur, je vais au-devant des choses. Et je leur disais que si quelqu'un disait du mal de vous, qu'elles se gardassent bien de le croire et qu'elles ne manquassent pas de leur dire qu'il en aurait menti. Ganarelle. Mon maître est homme d'honneur, je le garantis tel. Ce sont des impertinents. Monsieur, je viens de vous avertir qu'il ne fait pas bon pour vous ici. 12 hommes, à cheval, vous cherchent. Je ne sais pas par quel moyen ils peuvent vous avoir suivi, mais j'ai appris cette nouvelle d'un paysan qu'ils ont interrogé et auquel ils vous ont dépeint. L'affaire presse, monsieur, et le plus tôt que vous pourrez partir d'ici sera le meilleur. Une affaire pressante m'oblige à partir. Mais je vous prie de vous ressouvenir de la parole que je vous ai donnée.
Et de croire qu'avant demain soir, vous aurez de nos nouvelles. Comme la partie est inégale, nous devons user de stratagèmes afin d'éluder le malheur qui nous cherche. Je veux que Sganarelle se revête de mon habit. Et que... Quoi Allons. Moi, dans vos habits risquer de m'exposer à être tué dans vos habits? Allons, c'est trop d'honneur que je te fais. Et il n'y a pas plus grande gloire pour un valet que de mourir pour son maître. Merci d'un tel honneur. Oh, ciel, puisqu'il s'agit de mort, fais-moi la grâce de n'être pas pris pour un autre. Bien. Et je ne sais où tu as été déterrer cet attirail ridicule. Oui, c'est l'ami d'un vieux médecin qui l'a laissé en gage au lieu où je l'ai pris. Il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération, que je suis saluée des gens que je rencontre, et que l'on me vient conseiller tel un habile homme? Comment donc? 5 ou 6 paysans ou paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander des conseils sur différentes maladies. Tu leur as répondu que tu n'y entendais rien. Moi, pas du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit. J'ai disserté sur leur mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Et quel remède encore leur as-tu ordonné? Par où j'en ai pu trouver, j'ai fait mes ordonnances à l'aventure, et ce serait une bonne chose si les malades guérissaient et si on venait me remercier. Et pourquoi non? Pour quelle raison n'aurais-tu pas le même privilège qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi à la guérison des malades, et tout leur art n'est que pure grimace. Ils ne font que récolter les heureux succès. Et tu peux toi aussi profiter du bonheur du malade et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard et des forces de la nature. Quoi? Monsieur, vous êtes aussi impie en médecine? Oh, c'est là une des grandes erreurs qu'il y ait parmi les hommes. Quoi, vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin hémétique? Mais pourquoi veux-tu que j'y croie? Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant que le vin hémétique a, depuis quelques semaines, fait bruire ses fuseaux. Et moi, qui suis là, qui vous parle, j'en ai vu il y a quelques mois un effet merveilleux. Et quel? Il y avait un homme qui était 6 jours à l'agonie. On ne savait que lui ordonner. Et toutes les ordonnances qu'on lui pouvait faire ne lui faisaient rien. On s'avisa à la fin de lui donner de l'hémétique. Il en réchappa, n'est-ce pas? Non, il mourut. Mais quel effet admirable! Ça faisait 6 jours qu'il ne pouvait pas mourir. Et cela le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace? Tu as raison. Mais laissons la médecine, où vous ne croyez pas, et parlons des autres choses. Car cet habit me donne de l'esprit, et je me sens d'humeur à disputer contre vous. Vous savez que vous me permettez les disputes, et que vous m'interdisez seulement les remontrances. Eh bien, Je voudrais savoir un peu votre pensée à fond. Est-il possible que vous ne croyez pas au ciel? ah, laissons ça. Ah, si peu, ouais. Et l'enfer? Quand même. Et le diable, s'il vous plaît? Oui, oui. Si peu, hein. Et le moine bourru, s'il vous plaît. Le moine La bourru. peste soit du fa. Oh, je sais que c'est pas possible. Le moine bourru, quand même. Je me ferais pendre pour celui-là. Il n'y a rien de plus vrai que le moine bourru. Il faut bien croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez? Ce que je crois. Oh oui. Je crois, Sganarelle, que 2 et 2 sont 4, et que 4 et 4 sont 8. Ah, la belle croyance. Et les beaux articles de foi que voilà. Alors votre religion, c'est l'arithmétique. Il se glisse d'étranges folies dans la tête des hommes. Et pour avoir bien étudié, on en devient bien moins sage le plus souvent.
Moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci, et personne ne saurait se vanter de ne m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses bien mieux que dans les livres. Et je sais que ce monde que nous voyons n'est pas poussé comme ça en une nuit comme un champignon. Je voudrais bien vous demander, qui a fait ces arbres là-bas? Ces rochers là? Et ce ciel là-haut, voilà. Et si tout cela est venu de lui-même? Et vous là, vous êtes là? Vous l'avez fait tout seul? Il n'a pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Voulez-vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme sont composées et comment cela est agencé l'un dans l'autre? Ces os, ce poumon, ce foie, ce cœur, ces nerfs et toutes les autres choses qui sont là. Et... Interrompez-moi, je ne saurais disputer si vous ne m'interrompez pas. Vous vous taisez exprès et vous me laissez parler par belle malice. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, et que tous les savants ne sauraient expliquer. N'est-il pas fantastique que me voilà ici, et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses à la fois, et me fait faire tout ce qu'elle veut? Je peux remuer les pieds, bouger les bras, lever la tête, lever les yeux au ciel, aller à droite, à gauche, tourner, wow! Ben voilà ton raisonnement qu'elle n'est cassé. Je suis bien sotte de vouloir raisonner avec vous. Et peu importe ce que vous croyez, il m'importe que vous soyez damné. Mais en attendant ton raisonnement, nous nous sommes égarés. Oui. Appelle un peu cette femme que voilà, pour lui demander le chemin qui mène à la ville. Oh là, bonne femme, un petit mot s'il vous plaît. Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Vous n'avez qu'à prendre cette route, monsieur. Vous détournez à ma droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes, et que depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. Je te suis bien obligé, mon ami. Et je te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelques mots. Ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis une pauvre femme, monsieur, retirée toute seule dans ce bois depuis 10 ans. Et je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous donne toutes sortes de biens. Mais prie-le déjà qu'il te donne un avis sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas monsieur, bonne femme. Il ne croit qu'en 2 et 2 sont 4 et en 4 et 4 sont 8. Mais dis-moi, quelle est ton occupation parmi ces arbres? Je prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Ce ne peut donc pas que tu sois bien à ton aise. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques? Une femme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents. Te voilà bien mal reconnu de tes soins. Ah, je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Ah, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Je n'ai qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. En voici un que je te donne, pourvu que tu jures. Monsieur! Va, jure un peu, il n'y a pas de mal à cela. Prends-le. Prends, te dis-je. Mais jure donc. Non, monsieur. J'aime mieux mourir de faim. Va, va. Et je te le donne. Pour l'amour de l'humanité. Mais que vois-je? Un homme attaqué par 3 autres?
Oh, je ne puis souffrir cette lâcheté. Oh, mon maître est un vrai enragé d'aller se porter à un conflit qu'il ne cherche pas. Oh, mais ma foi, le secours a servi, et les deux ont fait fuir les trois. On voit par la fuite de ces voleurs de quel secours est votre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rende grâce pour une action si généreuse, et que je puisse vous rendre l'appareil. Je n'ai rien fait, monsieur, que vous n'eussiez fait en ma place. Notre honneur est intéressé en de pareilles aventures, et l'action de ces coquins a été si lâche que c'eût été y prendre part que de ne s'y pas opposer. Mais par quelle rencontre vous êtes-vous trouvé entre leurs mains? Je m'étais par hasard égaré d'un frère et de tous ceux de notre suite. Et alors que je cherchais à les rejoindre, j'ai fait la rencontre de ces voleurs, qui d'abord ont tué mon cheval, et qui, sans le secours de votre bras, en auraient fait autant de moi. Mais votre dessein était-il d'aller du côté de la ville? Oui, mais sans vouloir y entrer. Et nous nous voyons obligés, mon frère et moi, à tenir la campagne, pour une de ces fâcheuses affaires qui réduisent les gentilshommes à se sacrifier, eux et leurs familles, à la sévérité de leur honneur. Et puis enfin, puisque l'honneur est plus infiniment précieux que la vie, et si on ne quitte pas la vie, on est contraint de quitter le royaume. Et c'est en quoi je trouve la condition d'un gentilhomme fort malheureuse, de ne pouvoir point s'assurer de toute l'honnêteté de sa conduite, et de voir sa vie, ses biens et son repos dépendre de la fantaisie du premier téméraire qui s'avisera de lui faire une de ces injures pour qui un honnête homme doit périr. Bon, on a cet avantage qu'on fait courir le même risque à ceux qui se prennent fantaisie de venir nous faire une offense de gaieté de cœur. Mais serait-ce une indiscrétion que de vous demander quelle peut être cette affaire? La chose en est au terme de n'en plus faire de secret. Et lorsque l'injure a une fois éclaté, notre honneur ne va plus à vouloir cacher notre honte, mais à faire éclater notre vengeance, et à en publier même le dessein que nous en avons. Ainsi, monsieur, je ne feindrai point de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur, séduite et enlevée d'un couvent, et que l'auteur de cette offense est un Don Juan Thénarion, fils de Don Louis Thénarion. Nous le cherchons depuis quelques jours, et nous l'avons suivi ce matin sur le rapport d'un valet, qui nous avait dit qu'il partait à cheval, accompagné de 4 ou 5, et qu'il avait pris le long de cette côte. Mais tous nos efforts ont été inutiles, et nous n'avons point pu savoir ce qu'il est devenu. Le connaissez-vous, monsieur, ce Don Juan dont vous parlez? Non, quant à moi, je ne l'ai jamais vu. J'en ai seulement ouï des paroles à mon frère. Mais à renommer n'en dit pas fort bien, et c'est un homme dont la vie est... Arrêtez, monsieur. Il est un peu de mes amis. Et ce serait une espèce de lâcheté que d'en ouïr dire du mal. Oh, pour la honte de vous, monsieur, je n'en dirai rien. Et c'est bien la moindre des choses que je vous dois après m'avoir sauvé la vie, que de me taire devant vous d'une personne que vous connaissez, sans que je n'en dise du mal. Mais, quelques amis que vous soyez, j'oserais que vous n'approuverez pas son action, et ne trouverez pas étrange que nous cherchions à prendre la vengeance. Au contraire. Et je veux vous y aider, en vous épargnant des soins inutiles. Je suis ami de Don Juan, c'est vrai, je ne peux pas m'en empêcher. Mais il n'est pas raisonnable qu'il offense impunément des gentilshommes. Et je m'engage à vous faire entendre raison par lui. Et quelle raison peut-on donner à ce sorte d'injure? Toutes celles que votre honneur réclame. Et sans vous donner la peine de le chercher davantage, je m'engage à le trouver où vous voudrez et quand il vous plaira. L'idée est bien douce. Mais après ce que je vous dois, ce me serait une trop sensible douleur que vous fussiez de la partie. Oh, je suis si attaché à Don Juan qu'il ne saurait se battre que je me batte aussi. Mais enfin, j'en réponds comme de moi-même. Et je m'engage à le faire trouver afin qu'il paraisse et vous donne satisfaction. Que ma destinée est cruelle. Faut-il que je vous doive la vie et que Don Juan soit de vos amis? Oh. Mon frère ne devrait pas tarder. Faites voir là mes chevaux, et qu'on les amène après nous. Je veux un peu marcher à pied. Au ciel, que vois-je? Quoi? Mon frère?
Vous voilà avec notre ennemi mortel. Notre ennemi mortel? Oui, je suis Don Juan moi-même. Et l'avantage du nombre ne m'obligera pas à masquer mon nom. Ah, traître! Il faut que tu périsses! Arrêtez, mon frère. Je lui suis redevable de la vie. Et sans le secours de son bras, j'aurais été tué par des voleurs que j'ai trouvés. Et vous voulez que cette considération empêche notre vengeance? Tous les services qui nous sont rendus par une main ennemie ne sont d'aucun mérite pour engager le salut de notre âme. Lorsque le... Et puisque... D'aucun mérite pour engager le salut de notre âme. Et puisqu'il faut mesurer l'obligation à l'injure, votre reconnaissance, mon frère, est ici ridicule. Et comme l'honneur est infiniment plus précieux que la vie, c'est de devoir ôter la vie à qui nous a ôté l'honneur. Je sais, mon frère, la différence qu'un gentilhomme doit toujours mettre entre l'un et l'autre. Et la reconnaissance de l'obligation n'efface point en moi le ressentiment de l'injure. Mais souffrez que je lui rende ici ce qu'il m'a prêté, que je m'acquitte sur le champ de cette même vie qu'il a sauvée par un délai de notre vengeance, et lui laisse la liberté de jouir durant quelques jours des fruits de son bienfait. Non! Non! C'est hasarder notre vengeance que de la faire reculer, car l'occasion de la prendre ne peut plus revenir. Le ciel nous l'offre ici, c'est à nous d'en profiter. Lorsque l'honneur est mortellement blessé, il ne faut point songer à aucune mesure. Et si vous répugnez votre bras à cette action, vous n'avez qu'à vous retirer, me laisser passer et laisser à ma main la gloire d'un tel sacrifice. Grâce, mon frère! Tous ces discours sont superflus. Il faut qu'il meure. Arrêtez, vous dis-je! Je ne souffrirai point que l'on attaque ses jours. Et je jure le ciel que je le défendrai ici contre qui que ce soit. Et je saurai lui faire un rempart de cette même vie qu'il a sauvée. Et si vous voulez adresser vos coups, il faudra que vous me tuez. Quoi? Vous prenez le parti de notre ennemi contre moi? Et loin d'être saisi des mêmes transports que je sens, vous faites preuve pour lui de sentiments pleins de douceur. Mon frère, montrons de la modération dans une action si légitime. Ne vengeons point notre honneur avec cet emportement que vous voulez témoigner. Ayons du cœur dont nous soyons les maîtres. Une valeur qui n'est farouche, qui se porte aux choses par une pure délibération de notre raison, et non point par le mouvement d'une aveugle colère. Je ne veux point, mon frère, demeurer redevable à mon ennemi. Et je lui ai une obligation dont il faut que je m'acquitte avant toute chose. Notre vengeance, pour être différée, n'en sera pas moins plus avantage. Elle en tirera de l'avantage. Et cette occasion de l'avoir pu prendre la fera paraître plus juste aux yeux de tout le monde. Ah, l'étrange faiblesse et l'aveuglement effroyable d'hasarder ainsi les intérêts de son honneur pour l'unique pensée d'une obligation chimérique. Non, mon frère, ne vous mettez pas en peine. Si je fais une faute, je saurai la réparer. Et je me charge de tout le soin de notre honneur. Je sais à quoi il nous oblige. Cette reconnaissance d'un jour que je lui demande ne fera qu'augmenter l'ardeur que j'ai de satisfaire. Don Juan, vous voyez que j'ai soin de vous rendre le bien que j'ai reçu de vous. Vous devez par là, en juger du reste, croire que je m'acquitte avant toute chose avec cette même chaleur de ce que je vous dois. Et que je ne serai pas moins plus apte à vous faire payer l'injure que le bienfait. Je ne veux point vous obliger ici à expliquer vos sentiments. Je vous laisse la liberté de penser à loisir aux résolutions que vous avez à prendre. Vous connaissez assez bien l'ardeur de l'offense que vous nous avez faite. Et je vous fais juge de vous-même des réparations qu'elle demande. Il est des moyens doux pour nous satisfaire, mais il en est de violents, de sanglants. Mais enfin, quelque chose que vous fassiez, vous m'avez donné parole de me faire raison par Don Juan. Songez à me le faire, je vous prie, et vous ressouvenez que hors d'ici, je ne dois plus qu'à mon honneur. Je n'ai rien exigé.